Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette table ronde qui s'appelle IA Big Tech, un désir de puissance hors limite, la démocratie en danger. Avant de commencer, on voulait un petit peu poser les cadres autour de ces titres et du coup je prends la parole pour quelques minutes par rapport à ça. En fait, effectivement, si on regarde l'actualité aujourd'hui, on a un peu l'impression diffuse, disons, que certaines choses ont changé dans le monde de la tech depuis des années ou depuis quelques mois. Et d'un côté, on est submergé de news sur l'IA, sur ses impacts réels ou fantasmés. De l'autre côté, effectivement, on n'a jamais vu de grands noms de la tech à côté d'un président des États-Unis, comme par exemple Donald Trump, qui s'est positionné, disons, à la droite dure, au moins. Si on prend l'exemple d'Elon Musk, ça devient assez clair. On peut parler de ses salons nazis en direct, télévisés, ou de ses interventions dans des partis d'extrême droite en Europe. Et c'est pour ça que des gens utilisent des mots comme trumpisation de la tech ou technofascisme. Et à ces inquiétudes, on peut rajouter l'IA, la technologie du moment, son impact écologique, ça a été déjà discuté aujourd'hui, mais aussi quel est son impact sur la démocratie en général. Par contre, ces préoccupations, elles révèlent une vision assez centrée autour des États-Unis, disons, de la tech, quand il y a des zones géographiques qui bougent un peu différemment, notamment la Chine, par exemple, et l'Asie en général, avec une politique de préservation des données et contrôle et censure, mais aussi sa capacité à développer des modèles d'IA, comme DeepSeek, qui semblent être de rivaliser bien les big tech américaines. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et en plus, l'Europe, souvent on dit que l'Europe est à la traîne des États-Unis, les USA innovent, la Chine réplique, et l'Europe régule, on dit, est-ce qu'il est vrai ? Et comment la France se positionne là-dessus ? Et enfin, une dernière chose, une petite note, quand on parle de tech, il y a de numérique, il y a des choses qui sont propres au numérique, comme par exemple les réseaux sociaux, et d'autres domaines qui sont touchés par le numérique, mais qui ont aussi des fonctionnements propres. Du coup, tout ça, ça devient une grosse jungle à essayer de comprendre. Et pour essayer de donner un éclairage un peu différent à tout ça, on va en discuter avec nos trois invités, qui sont Olivier Alexandre, sociologue chargé de recherche au CNRS et directeur adjoint du laboratoire Centre Internet Société. Tes recherches sont autour de la culture et de la tech, du capitalisme numérique, ses idéologies et en particulier sur le développement de la Silicon Valley. Après, on a Clotilde Beaumont, docteur en géographie politique. À l'heure actuelle, tu es responsable de la recherche sur les technologies numériques et cyber à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, EUISS. Et tes recherches sont plutôt sur les politiques numériques européennes, sur la souveraineté numérique, l'informatique à nuage et les systèmes d'information militaire. Et dernière, mais pas de moindre, Raina Stamboliska, j'espère de ne pas avoir écorché ton nom de famille, fondatrice et présidente de RS Stratégie, une société de conseil qui va de la gestion de risques numériques à l'anticipation de réglementaires européens. Raina, tu t'es définie comme une scientifique devenue stratège et on peut dire que tu as travaillé sur un large éventail de sujets allant des données et logiciels ouverts à la cybersécurité. Et moi, c'est Guglielmo Fernandez Garcia, je suis chercheur en IA et environnement et co-animateur d'Azerty Podcast, une émission de Radio Grenouille 88.8 à Marseille, qui questionne ce que le numérique dit de nous. Alors, on peut commencer avec une première question d'introduction. Je vous propose d'abord de vous positionner par rapport à l'intitulé de la table ronde. Du coup, ces termes qui semblent un peu chauds, la trumpisation de la tech, du numérique, l'impact de l'IA sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez ? Et peut-être on pourrait commencer avec toi, Olivier ? Oui, merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation. La trumpisation de la tech, c'est surtout la trumpisation des États-Unis en fait. Et la tech est un des acteurs. Alors parfois passif, parfois actif, parfois extrêmement actif. Et du coup, on ne sait pas toujours comment le prendre. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que c'est une élection aux États-Unis en 2024 qui s'est jouée à 2%. Comme d'ailleurs beaucoup d'élections et de campagnes aujourd'hui au niveau national dans les grandes démocraties, qui se jouent à 2%, et qu'une élection à 2%, ça tient du coup à très peu de choses, qu'on peut du coup considérer que les plus de 200 millions investis par Elon Musk et les plus de 100 tweets par jour ont pu compter, plus son travail sur le terrain, notamment en Pennsylvanie, ont pu compter. Ce qu'il faut rappeler quand même aussi, c'est que Elon Musk, son ralliement à Donald Trump, il intervient début juillet 2024, qu'un an avant l'élection de Donald Trump, Trump était
plus proche de la prison qu'autre chose, et que si on regarde les votes de manière un peu précise de ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, la majorité des entreprises et la majorité des comtés, enfin les 3 comtés qui composent la Silicon Valley, restent à majorité démocrate, et qu'il y a plus de milliardaires de la tech qui ont soutenu Kamala Harris que ceux qui ont soutenu et l'autre camp. Donc ça fait un panorama qui est plus nuancé, d'ailleurs relativement à une Silicon Valley, un secteur de la tech qui n'a pas toujours été démocrate, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui a eu ses moments républicains, ses francs moments républicains, ses soutiens républicains de tout temps et en tout lieu, d'une certaine façon. Et après, une des questions qui est sûrement latente dans ce qu'on peut considérer le lien, l'alliance, les arcanes du pouvoir qui existent aujourd'hui entre la Silicon Valley et Donald Trump, et pour faire aussi le pont avec la table précédente, qui était plus peuplée, plus que celle-ci, c'est que d'une certaine façon, Donald Trump est le symbole ou le candidat d'un parti ou d'un camp, plus généralement, d'un camp qui n'a pas envie de changer, ou en tout cas qui a envie de tirer intérêt du changement. Et du coup, ça invite un peu à un travail intellectuel, parce que quand on dit fascisme, quand on dit extrême droite, quand on dit même néo-nazi, je pense qu'on n'est pas tout à fait juste sur ce à quoi on a affaire. Parce que il y a même les plus racistes et suprémacistes personnages de la Silicon Valley conservent une dimension progressiste, par exemple, sur tout un tas de domaines, par rapport au corps, par rapport aux technologies, ou même sont gays, par exemple, ouvertement. Il n'y a pas beaucoup d'industries, on a des très grands capitaines d'industrie ou des très grands investisseurs qui sont ouvertement gays. Si vous prenez la Silicon Valley, ça reste, comparativement à l'énergie ou au bâtiment, extrêmement progressiste comme industrie. Et en même temps, ils ont un agenda très clair qui peut s'associer à un mouvement antidémocratique, nommons-le comme ça, et qui appelle du coup à un certain nombre de vigilance, même s'il faudrait définir ce qu'est démocratie, et j'ai plus le temps de le faire. Est-ce que vous voulez rebondir déjà sur ça ou Je vais tirer le micro comme ça. Je vais mettre sur le coin du canapé. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, dans le titre initial de la table ronde, vous avez parlé d'IA, et Guglielmo, tu en as parlé également dans ton introduction. Et c'est vrai que je pense que, donc je ne vais pas forcément faire un focus sur Trump qui a été fait très très largement et très bien par Olivier, mais peut-être de questionner un petit peu ce qu'on entend derrière le terme d'IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de l'IA un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et qui sont ces big tech, ces grandes entreprises qui maîtrisent cette intelligence artificielle. Et en fait, je pense que cette puissance-là de ces big tech dont on parle dans le titre de cette puissance hors limite, elle vient en fait aussi du fait qu'ils ne maîtrisent pas que l'IA. Et en fait, l'IA, c'est, on va dire, ce qu'on pourrait imaginer comme étant la couche supérieure dans toute une chaîne technologique. C'est-à-dire que pour avoir de l'IA, il vous faut évidemment des algorithmes qui sont entraînés sur des puces qui sont dans des puissances qui nécessitent de la puissance de calcul. Tout ça nécessite des data centers qui du coup nécessitent des câbles pour être alimentés, qui du coup ont besoin d'énergie, etc., etc. Donc là, c'est juste un petit extrait, mais vous avez tout un continuum en fait, IA, cloud, etc., qui se forment. Et souvent, ces acteurs-là, on va les retrouver sur l'ensemble de cette chaîne-là. Donc déjà, l'IA, en fait, c'est pas forcément uniquement l'algorithme ou l'application qu'on utilise quand, par exemple, on interagit avec ChatGPT. Donc, avoir ça en tête, c'est très important. Et du coup, ces big tech-là aussi, peut-être rappeler que, tu l'as dit également, Guglielmo, mais évidemment, ils sont américains en premier lieu. Donc, ces grands acteurs-là sont des acteurs américains et privés, mais on a également d'autres acteurs assez puissants, notamment en Chine aussi. Donc, on parle des fameux GAFAM ou Gamma aujourd'hui, que sont Google, Amazon, Meta, Microsoft et Alphabet. Mais Apple, excusez-moi. Côté chinois, on va retrouver les BATX. Donc, on a par exemple Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. On pourrait aussi ajouter Huawei. Donc voilà un petit peu tous ces grandes puissances-là. Je pense que c'est déjà deux petites choses à poser avant le débat, mais on continuera ensemble. Et pour complexifier encore un peu le panorama géopolitique, on a aussi en Europe de l'Est, en Russie, on a aussi leurs propres géants,
on va dire, donc les Yandex, Contact, et donc les équivalents en fait des réseaux sociaux qu'on peut connaître ou des moteurs de recherche, etc. Et en fait, je pense que si on fait ce crochet par mais qu'est-ce que c'est au final les big tech, c'est aussi pour dire quelque chose qui semble de plus en plus évacué des conversations, des discours et des débats, qu'en fait, c'est pas un bloc monolithique où, en fait, ils ont tous le même intérêt, ils agissent tous comme un seul homme ou une seule femme. Enfin, voilà, je veux pas... voilà, je genre pour tout le monde. Mais du coup, en préparant un peu, j'avais fait un petit tour d'horizon sur les sujets, en fait, que ce soit les gammas, hein, parce que Facebook maintenant s'appelle Meta, mais aussi les acteurs asiatiques, parce que dans asiatique, il y a les BATX chinois, mais il y a aussi Samsung, qui est Corée du Sud, quand même, il ne faut pas l'oublier. Samsung, c'est un énorme acteur. En fait, quels sont les sujets sur lesquels ils interviennent en lobbying au niveau européen, par exemple parce que c'est intéressant de voir qui s'intéresse à quel sujet en priorité. Et donc, typiquement, on va retrouver nos amis de Apple, mais aussi nos amis de Samsung, qui vont prioritairement aller s'intéresser aux sujets liés aux constructeurs qui sont de téléphones, par exemple. Donc, tout ce qui est législation encadrant les batteries. Quand on regarde TikTok, qu'il ne faut pas oublier dans ce catalogue à la Prévert de très grandes entreprises technologiques au sens large, quand on regarde TikTok et qu'on regarde par exemple Meta, ils vont aller chercher à intervenir sur les mêmes sujets. Donc le règlement sur les services numériques qui notamment parle de contenu en ligne. Quand on regarde Meta, Google ou Amazon, ils vont aller chercher, par exemple, à intervenir sur des sujets qui concernent la concurrence. Donc tout ce qui est antitrust, tout ce qui est en fait accès au marché, et donc distorsion de concurrence, etc., etc. Et donc on va les retrouver en fait à défendre des intérêts particuliers. Et donc pareil, je ne ferai pas de crochet parce que ce qu'a déjà dit Olivier, ce qu'a déjà aussi rappelé Clotilde, mais on a en fait un ensemble assez hétéroclite d'organisations de droit privé qui en fait se posent ou viennent en tout cas avec une certaine idéologie. Et c'est là où je pense qu'on se retrouve à percuter cette question de démocratie, parce que ce qu'a montré l'arrivée fulgurante de M. Trump, aussi appelé agent orange par certains, ce qu'a montré son arrivée fulgurante et tout ce qui a changé depuis, c'est en fait que l'Union européenne reste le seul acteur, on va dire, progressiste ou libéral, mais au sens plutôt anglo-saxon du terme, dans un monde qui est post-libéral. Et en fait, est-ce qu'on voit aussi dans les idéologies qui sont en tout cas promues ou emportées d'une manière ou d'une autre avec eux, c'est une vision très particulière de la structure institutionnelle d'un État. Et donc on peut avoir côté américain une force dérégulatrice très forte, là où on va avoir côté par exemple chinois ou russe des forces très centrifuges, au sens très attachées à une centralisation du pouvoir, etc., etc. Donc, et c'est ça qui est intéressant de questionner ici, c'est que est-ce que limite, on pourrait arriver à une question de poule ou l'œuf. Est-ce que la propension américaine de la culture, on va dire, régulatrice américaine qui existe, elle est juste différente de la culture européenne, est-ce qu'elle a créé un appel d'air qui a permis l'émergence de ces acteurs extrêmement importants en termes de pouvoir, de financement, etc. Et qui en fait viennent d'une manière ou d'une autre coloniser en quelque sorte aussi un environnement qui est le nôtre, avec des valeurs européennes, avec une histoire européenne qui est très différente de l'américaine. Ou est-ce que, parce qu'en fait, quand on regarde la Chine, en fait, au final,
un pouvoir centralisé permet aussi l'émergence d'acteurs très, très importants. Et donc, est-ce que, en fait, c'est une vision régulatrice différente qui fait que ces acteurs existent, ou est-ce qu'ils sont en train de moduler parce qu'ils existent et donc ils amènent, en fait, finalement, des changements de vision institutionnelle, de démocratie, etc. Et je le mets entre guillemets exprès parce qu'on ne l'a pas défini. Voilà pour les propos d'ouverture. Oui, voilà, c'est bien parti. Et merci déjà d'avoir rappelé un élément qui pour moi est assez important, que les big tech ne sont pas que des l'IA, dans le sens où ça c'est aussi important, c'est un peu le sujet du moment, on en parle, mais les big tech existaient avant l'émergence de l'IA et on ne sait pas après l'IA qu'est-ce qu'il y a, mais bon, on ne peut pas prédire le futur. Mais par contre, moi j'ai une question aussi qui est plus liée à est-ce que c'est si anormal de voir ces personnages-là avoir un positionnement politique? Je veux dire, dans le passé, on peut dire que ce n'est pas la seule industrie qui a fait du lobbying dans l'histoire. On peut citer l'exemple le plus connu, qu'on en parle tout le temps, c'est Henry Ford, qui est même passé de démocrate aux républicains, etc. Il avait même des liens bizarres avec des gens d'extrême droite. On en passe. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez s'il y a une spécificité de la tech aujourd'hui par rapport à nos démocraties et au lobbying qu'ils font, ou est-ce que c'est comme l'industrie du tabac il y a 20 ans, par exemple? Oui, j'aimerais bien faire un peu de géographie et d'histoire. La géographie, on parle de big tech, et là on a donné des noms. Si vous regardez la Silicon Valley, il y a en gros 15 000 entreprises dans les nouvelles technologies. Il y a une centaine de big tech. Si je vous demande, si on fait un sondage, même auprès des gens assez informés, ils vont avoir du mal à dépasser la dizaine, quoi. Même s'il y en a plus d'une dizaine qui sont cotés au Dow Jones aux États-Unis. En France, notamment dans le domaine de l'IA, des big tech, il y en a 2. Alors c'est vrai que du coup, on compare quoi avec quoi? On compare les États-Unis, on compare avec l'Union européenne, on compare avec la Chine. L'année dernière, sur les LLM produits dans le monde, il y a la moitié qui était chinois. En même temps, si vous regardez qu'est-ce que consomment les gens, entre 70% et 90%, quasiment dans tous les pays, en premier, c'est ChatGPT. Y compris en France, où Mistral, notre champion national, ça dépasse pas 1% d'utilisateurs sur le marché. Donc en gros, c'est comme si on avait une industrie agroalimentaire, et dans cette industrie agroalimentaire qui est dominée par les Américains, il y a Coca-Cola dans le lot. Et ils savent que quelle que soit la couche industrielle, que ça soit l'AI qui gagne, le VR qui gagne, l'emailing il y a 10 ans, la publicité, en fait, ils savent pas ce qui va gagner. Il y en a un qui va gagner, ils savent que ça sera un champion américain. Parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils font ça, qu'ils ont un marché international, qu'ils ont des gens qui viennent du monde entier, qui renseignent la manière d'attaquer ces marchés internationaux, et qu'en plus, ils savent raconter des histoires autour de ça. Ce que ne savent pas encore faire les Chinois. Alors ça, c'est pour la partie géographie. La partie historique, et c'est un point qu'a évoqué Reina, et je pense que c'est extrêmement important, c'est à la fois évident et extrêmement important, c'est que la forme politique dominante dans la tech, c'est l'entreprise. Et c'est l'entreprise en tant que forme politique. Donc la question, c'est moins de savoir si, est-ce que c'est pas, enfin de mon point de vue, est-ce que c'est pas normal finalement d'avoir un acteur privé qui essaye de faire valoir ses intérêts auprès d'une puissance publique. Fair enough. Si c'était ça, fair enough. Sauf que de leur point de vue, c'est pas ça. De leur point de vue, c'est essayer de recomposer le lien social à travers l'entreprise. Et ils ont des bonnes raisons de le penser, ces gens-là, qui font ça depuis 100 ans, plus de 100 ans. Et d'ailleurs, ils le font à partir, et Reina l'a dit, à partir de valeurs extrêmement différentes. Si vous vous intéressez à l'histoire de la Silicon Valley, alors on n'est pas 15 000 à s'intéresser à l'histoire de la Silicon Valley, c'est une toute petite équipe, mais si vous le faites, vous avez aussi bien, en gros, des gros réacs que vraiment des socialistes utopiques, et qui essayent de faire valoir à travers l'entreprise leurs valeurs, de nouvelles valeurs, parce qu'ils estiment que ni les États, les formes politiques traditionnelles, ni les actionnaires, ni les grandes entreprises qui existaient déjà, étaient extrêmement bien implantées dans le capitalisme américain, étaient capables de faire valoir ces valeurs-là. Donc, d'une certaine façon, alors, on a laissé prospérer ces entreprises au sein de l'Union européenne, qui n'était pas encore tout à fait l'Union européenne qu'on connaît nous, qui est une assemblée
une fédération de nations qui a elle-même a ses propres intérêts, elle-même ses propres acteurs, qui n'a pas de marché unifié, qui n'a pas une langue même commune. On a laissé effectivement, par commodité ou naïveté ou méconnaissance, prospérer un certain nombre de ces acteurs américains parce qu'on pensait qu'ils avaient les mêmes valeurs que nous. Je pense que c'était un malentendu parce que les formes politiques qu'on ne questionne plus et qu'on considère comme naturelles chez nous, comme l'État, comme la puissance publique, comme l'intérêt commun, n'ont pas le même nom chez eux. Et ça, je pense que c'est un malentendu dont on est en train de voir concrètement, de manière un peu sidérée, les effets, et dont il va falloir s'armer, s'équiper et penser les manières dont on peut, je sais pas, s'opposer, nuancer, négocier, pour arriver à leur faire entendre, non pas la raison, mais notre raison. Oui, merci beaucoup. Et là-dessus, effectivement, je pense que sur cette question des valeurs, il est peut-être bon de rappeler quand même que une technologie n'est jamais neutre. C'est-à-dire qu'une technologie va toujours avoir une portée politique. Elle va se faire le reflet du contexte politique, culturel, économique, industriel dans lequel elle a été développée. Pas forcément de manière volontaire ou consciente, mais tout simplement parce que les gens qui la développent vont faire une technologie qui leur ressemble, avec leurs valeurs. Et comme on l'a déjà dit tout à l'heure, mais finalement, ces big tech restent quand même avant tout des acteurs non seulement privés, donc avec des intérêts qui sont avant tout financiers, économiques, et américains. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que US-UE, on a de plus en plus, c'est en train de devenir de plus en plus évident que on a des divergences de plus en plus profondes sur certaines de nos valeurs. Et notamment, je pense qu'un des cas les plus évidents, ça va être sur la liberté d'expression. Et ce que nous, on appelle liberté d'expression en Europe, en tout cas en France, on va dire, et ce que eux entendent comme liberté d'expression aux États-Unis. Et ça a des impacts géopolitiques qui sont absolument immenses. Parce que pour vous citer juste un exemple, mais pour aller à l'encontre des régulations européennes qui visaient justement à faire de la modération de contenu, donc à avoir tout simplement incité la diversité, éviter le langage haineux, etc., qui étaient donc des programmes qui existaient aussi dans ces big tech-là. Donc on a aussi tout un nombre de réglementations en Europe, notamment le DSA, qui dit que tout ce qui était illégal hors ligne est également illégal en ligne, et donc ça passe également par tous ces contenus. Donc c'est vrai que ces big tech américains, Mark Zuckerberg et Elon Musk en tant que CEO en tête de liste, ont notamment poussé Donald Trump à prendre position et fermement contre ces régulations européennes, en accusant de tout simplement faire, ça a été assez explicite, mais des dirigeants américains ont quand même parlé de censure de la part de ces lois-là, que c'était des lois de censure. Et oui, donc on voit oui, vraiment ces divergences de valeurs. Et je parlais, je me suis perdue, de conséquences géopolitiques. Vous voyez que même le vice-président J.D. Vance, qui a quand même été capable, c'était avant l'élection de Trump, c'était en septembre, mais qui a quand même été capable de dire que si l'Union européenne continuait avec ses mesures de modération de contenu et ce qu'il appelait de censure, ça représentait quand même un clivage énorme en termes de valeurs et que donc ça pourrait pousser les États-Unis à remettre en question leur engagement dans l'OTAN. Donc vous voyez qu'en fait, on a quand même des questions qui sont simplement des questions finalement financières à la base de taxes et d'impôts que ne veulent pas subir des Zuckerberg ou Musk, qui en arrivent à des conséquences assez énormes sur de la sécurité internationale. Et peut-être pour revenir sur cette question de la puissance de ces entreprises, américaines en particulier, ça rejoint un peu ce que je disais sur la puissance systémique. Je vais peut-être développer, j'étais un petit peu rapide tout à l'heure, mais c'est vraiment une puissance systémique, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment ancrées très profondément et contrairement peut-être à d'autres entreprises qui ont eu cette proximité avec le gouvernement américain ou autre d'ailleurs, avec les gouvernements, c'est vraiment leur prégnance dans la société et l'influence qu'elles peuvent avoir dans ces sociétés. La prégnance, je vais commencer en expliquant peut-être ces big tech-là, on va dire, suivent deux phénomènes de concentration. On va avoir une concentration verticale et une concentration horizontale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la concentration verticale ? C'est quand vous avez des activités sur quasiment l'ensemble de ce continuum technologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je prends rapidement l'exemple de Google. Je pense que je vais en oublier dans la chaîne, mais pour vous montrer une idée, Google aujourd'hui a des câbles sous-marins. Google est aussi un fournisseur d'accès Internet dans certaines villes aux États-Unis. Google détient des data centers. Donc là, vous imaginez, à chaque fois, je remonte dans la couche. Des data centers. Google a aussi un système d'exploitation sur les téléphones, Chrome OS. Google est, on le
sait tous quand même avant tout un moteur de recherche. Et puis aujourd'hui, Google a aussi des objets connectés. On a des montres connectées Google. C'est pour vous montrer qu'ils sont vraiment présents sur absolument toute cette chaîne-là. Donc on a cette concentration verticale. Et puis on a aussi un phénomène de concentration horizontale. C'est quand en fait une même entreprise détient plusieurs biens similaires ou substituables. Donc typiquement toutes les messageries que peut détenir Meta. Que ce soit sur Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Donc là, voilà, vous avez donc ces deux phénomènes de concentration qui fait qu'en fait, ces entreprises-là interviennent presque inéluctablement dans toute technologie, dans toute solution numérique. Et c'est pour ça qu'elles sont si puissantes, déjà par cette prégnance-là. Et ensuite, parce que quand vous avez inscrit dans une technologie des valeurs politiques, vous avez forcément une influence sur la société. Ce sont des technologies qui sont socialement déterminées, comme je vous l'ai expliqué, mais également socialement déterminantes. Et je pense que c'est là aussi la puissance et la différence avec d'autres entreprises. Du coup, je suis bien en peine de rajouter des trucs intelligents. En fait, c'est intéressant que tu aies expliqué aussi cet aspect concurrence, parce que c'est un sujet qui est technique et qui soulève clairement pas les foules, alors que le sujet contenu, dès que vous parlez en fait de qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde a un avis. Dès qu'on commence à rentrer dans le dur sur les sujets de marché multiphase, concentration, acquisition prédatrice, machin, là, c'est relativement calme. Voilà. Il n'y a pas de foule en liesse là-dessus. Donc, mais c'est un sujet qui est extrêmement important aussi parce qu'il a défini énormément de qu'est-ce que le succès. Si je vous dis aujourd'hui, est-ce que pour vous, OVH est une entreprise à succès ? Il n'y a quand même pas grand monde qui va me dire « ouais, vachement, enfin super, quoi ». Si je vous dis « est-ce que Google est une entreprise à succès ?» Tout le monde dit « bah oui, évidemment ». Et donc, on a en fait un imaginaire, on a associé à certaines politiques de développement, à un certain modèle économique ou à certains aussi, à une certaine présence sur le territoire, parce que Google a des learning labs, a plein de choses, créer des emplois dans des coins qui sont un peu abandonnés par la puissance publique en France ou pas qu'en France. Et donc, quand on s'est habitué en fait à ce que cette action-là soit l'action de quelqu'un, d'une entité qui effectivement a du succès et fait du ruissellement. Désolée pour... Voilà, peut-être que notre président n'en a pas fait, mais bon, bref, j'ai hâte de troller. Mais voilà, donc il y a, et en fait, quand on parle de comment on sort la tête de l'eau, en fait, comment on diminue notre dépendance à ces acteurs-là. En fait, la réponse qui revient tout de suite, c'est non, mais il faut que tu arrêtes là, il est trop tard, on n'arrivera jamais à faire un Google européen. Mais qui a dit qu'on veut faire un Google européen ? En fait, et c'est une vraie question. Mais pendant des années, la quantité de start-up dans l'innovation en série qu'on a faite en France avec Station F ou autre, la quantité de start-up dont l'objectif était de se faire racheter par un gros et pour que les fondateurs fassent ce qu'on appelle un cash-out, un exit avec beaucoup de sous, c'était l'objectif de création. Et donc, on a eu en fait une transformation extrêmement profonde de... moi, en tant qu'acteur sur la chaîne de valeur dans une société, c'est quoi mon rôle là-dedans ? Et ce truc-là, on le retrouve aussi énormément, donc pas seulement dans le fatalisme de « ouais, mais bon, ils sont trop gros, ils ont gagné », qui est quand même quelque chose que moi, en tout cas, j'entends au quotidien de manière... extrêmement irritante, car trop fréquente. Mais on a aussi, on peine en fait à réinvestir les imaginaires d'une émergence industrielle différente, de quelque chose qui est made in France, ça va faire rire tout le monde. Et donc en fait, on attend à chaque fois la même qualité, le même rendu, de la part de gens qui, en fait, aussi parce qu'ils ont investi des marchés très différents, en fait, peuvent se permettre de proposer un produit à perte pendant des années, parce qu'en fait, il y a une autre activité dans
tout leur truc extrêmement tentaculaire qui leur permet en fait, d'équilibrer les comptes. Vous prenez Prime, truc d'Amazon. Prime a été un service qui perdait de l'argent pendant des années. Ouais, sauf que AWS, c'est le premier acteur du cloud au monde. Les 9 qui viennent derrière ont la moitié du cloud au monde. Amazon tout seul, il a la moitié du cloud au monde. Enfin, je veux dire, ce truc, il est monstrueux. Donc, et on a en fait ces sujets-là qui sont tellement parfois, tellement ça dépasse l'entendement qu'on se dit ouais, effectivement, qu'est-ce que tu veux être en compétition avec ça? Ouais, mais la question, c'est encore une fois, est-ce que on ne se définit que par opposition à, que un reflet négatif? C'est la même chose comme si je vous disais, vous êtes tout ce que vous n'aimez pas. Bah non, je suis beaucoup plus de choses que ça. Et en fait, on a cette infestation d'imaginaire, donc on n'en a plus, qui en fait, et ça c'est une vision politique, qui en fait, c'est quelles sont nos valeurs et comment on les défend. Et parce que c'est là en fait qu'on arrive à cette question et cette rengaine absolument insupportable qui est rentrée dans le discours commun, que le réglementaire empêcherait l'innovation. Ça, qui ici n'a pas entendu ça? Levez la main. Bien. Donc, et on a ce truc-là, en fait, qui est en permanence là, et qui n'est jamais questionné, en fait, qui n'est jamais interrogé. C'est quoi l'innovation? C'est que ChatGPT résume des mails plus vite, qu'il arrive à organiser l'anniversaire de ta fille plus vite. Ça me libérera du temps pour faire quoi? Pour déprimer dans un PMU? Enfin, je veux dire, oui, ça libérerait du temps, mais pour faire quoi? Mais c'est une vraie question. Et donc là, on a le patron de Google qui nous montre comment leur IA a résumé je ne sais pas quel parcours de tourisme à leurs amis parce qu'ils ne prenaient jamais le temps de le faire. Mais qu'est-ce que ça dit, en fait, des interactions entre les gens? Si c'est une techno qui vient en appui, en soutien, qui vient m'enlever des choses répétitives ou des choses qui n'ont pas besoin de mes compétences particulières, pourquoi pas? Les fameux bullshit jobs. Mais si c'est quelque chose qui vient supplanter en fait une interaction humaine ou en fait le fait d'être attentionné vis-à-vis de son enfant, de son conjoint, n'importe, en fait, est-ce qu'on s'est pas perdu quelque part? Et donc c'est ce truc-là qui est promu quand on vous dit que ça y est, l'IA va nous faciliter la vie. En fait, qu'est-ce qu'elle facilite? Et quand je demande, parce que j'ai un cours à Sciences Po au premier semestre, à technologie de rupture. Et en fait, je demande aux étudiants, toujours la question ouverte, mais qu'est-ce que ça disrupte exactement? Est-ce que ça vient faire un point d'arrêt sur un développement économique, des modèles business, etc. Ou est-ce que ça vient justement interrompre, détricoter des liens, etc., etc. Et c'est là-dedans, en fait, que quand on parle de politique, on parle de ça. Et donc, quand on parle aussi de démocratie et de vie de la cité, avec on parle en fait de ces interactions-là et que en fait non, il n'y a pas de neutralité dans ces technos-là. Je te redonne la parole. Oui, là c'est la partie de. Je voulais bien, pardon. Non, mais comme j'ai pas eu le temps de parler de démocratie tout à l'heure, je trouve c'est le moment. Parce que, effectivement, peut-être on a un rapport un peu paresseux à la démocratie. Peut-être qu'on considère que la démocratie, c'est une chose qui existe en tout temps, en tout lieu, qu'on est né avec et qu'on va mourir avec. Je pense pas ça. Pas du tout. Je pense pas ça. Je pense même qu'on est dans une phase quand même très très critique de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a un processus démocratique qu'on n'a pas toujours identifié la même chose à travers ce terme. Est-ce qu'on entend, en gros, les notables, les bourgeois, ce qui a tout longtemps été le cas quand même. À la manière, si vous lisez les textes des Lumières, ils parlent de ça. Ils ne parlent pas d'autres personnes. Est-ce qu'on inclut les femmes du coup? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Qu'est-ce qu'on fait des minorités? Alors on a eu un moment des années 60-70 qui a été très fort de ce point de vue-là, mais on voit que c'est un combat qui est très fragile, extrêmement fragile, réussi d'un certain point de vue, très raté de point de vue beaucoup d'autres points de vue. Est-ce qu'on inclut les espèces animales, comme y appelait le philosophe Michel Serres en 1990 dans Le contrat naturel? On est très très loin de ça. Très très loin de ça. Est-ce qu'on inclut toute forme, géologique?
aussi, on pourrait le faire. Parce que l'eau, d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas représenter l'eau? Il y a des gens qui plaident pour ça. Et on est très très loin de le faire. Et dans la Silicon Valley ou par rapport à la tech, il y a plusieurs poncifs quand on parle de la tech, je trouve. Alors il y a cette idée de la technologie est neutre. Alors, ça, c'est un cauchemar pour nous, en tout cas. C'est un cauchemar parce que bien sûr que c'est une technologie, c'est une manière de relier les individus entre eux et différentes entités entre eux. Donc si c'est pas de la politique ça, qu'est-ce que c'est la politique? C'est de la politique extrêmement puissante. D'autant plus qu'elle ne se présente pas comme telle. Donc, premier point. Deuxième point, et ça je l'ai entendu 1000 fois, la Silicon Valley, finalement, elle n'a pas de philosophie. Alors, si on est un peu technicien, sophiste, c'est une philosophie procédurale. Moi, je ne pense pas du tout. Je veux dire, il y a quand même une inventivité. Alors, on pourrait dire que c'est foireux, mais il y a une inventivité quand même en termes idéels ou de vision de ce qu'est le monde, ou de ce qui devrait être, plus exactement, qui est très forte, qui est très affirmée. Et de ce point de vue-là, d'une certaine façon, ils sont beaucoup moins paresseux que nous. Parce que pour eux, le monde, ça peut vouloir dire déjà le monde futur, qui est intéressant comme idée. C'est intéressant, je veux dire, quand on essaye de la faire vivre. Et d'ailleurs, ils la font beaucoup plus vivre et beaucoup mieux vivre que nous, ce qu'on fait habituellement, je veux dire, dans nos vies. Et quand ils disent ça, ils se positionnent aussi sur quelle catégorie de gens appartient au futur, doit appartenir au futur. Je ne pense pas que dans cette salle, on en fasse partie. Bon, peut-être un ou deux tickets, mais ça ne sera pas beaucoup plus. Hein. Parce qu'ils ont une vision assez claire de c'est quoi les gens intéressants, c'est quoi les gens intelligents, c'est quoi les gens supérieurs versus les autres. Mais très clair. Autre façon de le présenter, troisième façon, d'une certaine façon, il y a la question technique, c'est-à-dire qu'eux, ils en sont plus à se demander est-ce qu'on ne doit pas accorder des droits, et parfois des droits supérieurs à des artefacts, à des objets techniques, qu'à des humains. Surtout si cet humain, franchement, qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Il a créé combien de boîtes? Vas-y, est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par un robot? Il fera mieux le travail. Voilà. C'est ça leur vision. Et cette vision-là, en fait, d'une certaine façon, Donald Trump, c'est le tigre dans le carnaval. Vous savez, hein, on se cache derrière. C'est ça son rôle à Donald Trump. Parce qu'ils ont une vision et ils avancent en marche forcée, désordonnée d'une certaine façon, mais avec une vision très claire et très assurée dans leur esprit de ce qu'est le futur, de ce qui doit être. Et de ce point de vue-là, bon, alors c'était quoi la formule de l'intervention précédente? C'était mobiliser sans déprimer. Peut-être qu'il faut commencer à réaliser, au moins, à réaliser à quoi on a affaire pour se mettre à ce niveau-là, en fait. Pour se mettre à ce niveau-là. Effectivement. Et alors là, je suis complètement d'accord. Je pense que ce qu'on vient de dire, c'est juste que ça nous montre... donc là, c'est l'état des choses, mais finalement, je pense que ça nous pose la question de quelle société est-ce qu'on veut créer, en fait. Maintenant qu'on a montré à quel point ces entreprises sont puissantes, donc le mot n'est pas sorti tout à l'heure, mais en fait, c'est clairement ce que tu décrivais, Raïné, une situation d'oligopole, où effectivement, Google, Amazon, Microsoft, c'est, je crois, 64% des parts de marché du cloud, dernier trimestre 2024, je crois. Donc c'est juste un oligopole. Et donc, du coup, comme ils ont cette influence-là, avec ces valeurs-là et ces systèmes politiques-là, qu'est-ce qu'on veut faire en face? Et c'est là, et je pense qu'on est vraiment à un moment assez charnière, et qu'au moins Trump a peut-être eu cette conséquence positive-là. S'il y en a eu une, c'est peut-être de nous faire prendre conscience un petit peu de ces divergences au niveau des valeurs. Et notamment au niveau européen, je pense qu'on doit vraiment, en ce moment, se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire, de quelle société est-ce qu'on veut construire avec ces technologies? Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, est-ce que c'est dégager du temps? Oui, mais pourquoi? Quelle valeur est-ce qu'on veut mettre en avant? Quelle inclusivité est-ce qu'on veut mettre en avant? Est-ce qu'on représente l'eau? Voilà, je trouve que c'est une très bonne image aussi. Est-ce qu'on va jusque-là, tout simplement? Et peut-être aussi, finalement, se poser la question de la place de la technologie dans ces sociétés-là. Et quand je dis la place, c'est peut-être aussi leur caractère indispensable. Et peut-être remettre un petit peu ça en perspective et ne pas forcément toujours tomber dans ce discours-là qu'on retrouve effectivement beaucoup chez les grands dirigeants d'entreprises de la tech, qui est ce qu'on appelle une sorte de technosolutionnisme, selon lequel
problème de société pourrait trouver une solution dans la technologie. Donc, par exemple, on consomme trop d'énergie, et mettons des lampadaires intelligents qui vont capter les mouvements. Mais c'est aussi oublier que pour pouvoir faire fonctionner cette soi-disant intelligence, il faut derrière aussi pas mal d'énergie également. Et donc, en fait, à mettre de la technologie partout, des fois, on arrive sur des choses qui sont tellement complexes, donc je pourrais aussi étendre sur les questions militaires, par exemple, mais on voit là justement à quel point, des fois, on perd même le contrôle et le sens de ces technologies dans certaines de nos actions, dans certaines de nos vies, tout simplement. Donc oui, je pense que là, la question, et ce vers quoi doit évoluer l'Europe et les réglementations, etc., la question au cœur de toutes ces réflexions, ça doit être qu'est-ce qu'on veut faire, quelle société est-ce qu'on veut construire avec ces technologies. Déjà, merci d'avoir ces tableaux que déjà c'est noir. Là, c'est vraiment hyper noir. Mais aussi d'avoir montré un peu ce lien entre les inégalités et les faits, comme on disait, de tous ces éléments-là, de qui n'est pas inclus dans ces futurs et tous les autres éléments. Mais par contre, moi, je vais faire un moment les naïves et vous demander à tous les trois, oui, voilà, mais nous, on a déjà un représentant politique. Est-ce qu'ils agissent sur le côté du numérique? Est-ce qu'ils comprennent tous ces sujets qu'on a fait? Je l'ai dit, j'ai fait le naïf. Et voilà, est-ce qu'il y a, comment ils bougent, comment ils appréhendent aussi la classe politique en Europe, en France, ou vous pouvez choisir en vrai, ces problématiques-là, quoi. Je commence à râler. C'est le moment où je commence à râler. Alors, grâce à Trump, il y a des choses qu'on prêchait dans le désert, et je manque plus dans le on, depuis des années, qui sont justement qui sont remontées comme ça à la surface. Notamment ces interactions assez malsaines entre une vision du monde et les moyens qu'on met partout qui traduisent finalement cette vision du monde. Parce que la vision selon laquelle, et c'est quelque chose qui est devenu extrêmement apparent là, pour rebondir sur ce que disait Clotilde, c'est quand quelqu'un vous dit que les humains, on est imparfaits, donc quand on élit des gens, on le fait avec nos visions, nos prises de décision imparfaites, et ces gens-là seront aussi imparfaits, donc le système politique qui en résulte est imparfait, il ne peut pas bien fonctionner. Ça s'appelle la démocratie, quand même, au passage, en tout cas participative. On n'aurait qu'à changer tout ce petit monde imparfait par des trucs qui ne font pas d'erreur. Et là, tout ingénieur est content. Il vous dit, ouais, on va faire des algorithmes. D'accord. Et pour eux, pour rebondir aussi, et pour compléter ce que disait Olivier tout à l'heure sur cette vision d'entreprise, c'est en fait, une entreprise, ça marche bien. Tout le monde est à sa place. Il y a un chef, le chef, et puis les autres, ils suivent. Et ça crée de la valeur. Donc, on n'a qu'à remplacer les humains imparfaits par de l'IA. Si vous regardez ce que fait notre grand ami Musk, je les confonds un peu en ce moment. Ce qui fait, il nourrit, avec les données personnelles de plein d'Américains, il nourrit ses propres produits qui inventent des génocides de Blancs en Afrique du Sud. Mais on fait aussi ça beaucoup en France avec la digitalisation du service public. Aujourd'hui, on a un tas de gens qui sont délaissés pour compte parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à se servir des services publics numériques qui leur sont proposés, qui sont mis à disposition. Et il n'y a plus d'humains, en fait, pour les accompagner là-dedans, etc. Et donc, c'est là-dedans, en fait, qu'on a une vraie vision politique. Et c'est là où vient la question, d'accord, mais est-ce qu'ils sont tous des débiles profonds ou est-ce qu'ils font semblant? Et en fait, la réponse est quelque part au milieu. C'est que, en fait, et je le fais exprès d'être provocante, voire familière comme ça, parce que en fait, nous, on a du tort là-dedans aussi. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous allez élire votre élu député à l'Assemblée, en fait, vous le faites, il y a des élections, vas-y, on y va. Tant pis. Puis s'il fait beau, pas grave.
Mais en fait, jamais on ne s'engage, on interagit avec ces personnes-là qui sont quand même censées nous représenter. Qui ici connaît son député? Levez la main. Bon, bah. Moi, j'ai pas le choix, mon député, c'est Attal. Bah, tant pis. Combien de personnes ici parlent à leur député régulièrement? Voilà, tout de suite, de 7, on est devenu 2. Voilà, parce que moi, je vois la salle. Voilà. Combien de gens ici savent qu'ils peuvent demander à leur député d'aller à l'Assemblée et d'assister au débat? Bon, on est redevenu 5. Et c'est ce truc-là dont je parle. Est-ce que nous, de base, c'est des sujets qui, nous, on vit notre vie dedans, le numérique, les machins, les trucs. Ouais, mais eux, en fait, ils sont des élus de la République. Ils ont des sujets d'accessibilité, de transport, des lieux publics, de santé publique, de logement, d'agriculture, de machin. Enfin, vous prenez tous les sujets de la Terre, ils les ont tous à traiter. Et donc, nous, on arrive avec notre petit Velux. Alors, lui, c'est un naze, parce que c'est une naze, parce qu'en fait, il ne connaît pas le truc super détaillé sur sujet fétiche pour moi. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait aussi comme effort pour aller éduquer ces gens-là? En fait, pour beaucoup, ils sont de bonne foi, ils sont bien intentionnés, ils veulent comprendre, c'est juste que, en fait, ils n'ont pas le temps et il n'y a personne pour leur expliquer. Et au niveau européen, ça prend une autre ampleur, parce que contrairement à la France, en Europe, on travaille avec les gens. Pas pour les gens, on travaille avec les gens. Parce qu'en fait, là, on est des élus de 27 pays, je ne m'inclus pas dedans, des élus de 27 pays qui ont des histoires différentes, des langues différentes, des préoccupations différentes, des électorats différents, des manières d'être différentes. Et en fait, qui ne sont pas à descendre du Thalys, maintenant Eurostar, le matin à 9h, d'arriver avec les gros sabots, dire « nous, on est des Français, donc on veut que ça se passe comme ça », et de repartir à 15h. Vous savez ce qu'ils font, tous ces gens-là qui ne sont pas comme ça? En fait, ils laissent les décisions importantes pour 15h30, quand les Français sont repartis prendre leur train. Vécu. Et donc, on a en fait cet enjeu-là que, oui, il faut éduquer les législateurs, aussi parce que moi, je fais de la cyber. La cyber, ce n'est pas une discipline scientifique. En fait, c'est une pratique. Donc, je ne peux pas traduire l'expérience opérationnelle d'un acteur de l'énergie, d'une PME, de e-commerce, de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de bouquin pour ça, en fait. Ce sont des réalités, des terrains différents. Comme pour les chercheurs, ce sont des terrains différents. Et donc, en fait, ces trucs-là, si je ne les explique pas à quelqu'un, en fait, cette personne-là, elle ne peut pas savoir, elle ne sait pas qu'elle l'ignore. Et c'est là où je dis qu'on est en tort, parce que ce passéisme dont parlait Olivier, en fait, il nous a complètement cassé. Voilà. Donc, au niveau européen, on a perdu quand même des eurodéputés tech, qui étaient qui connaissaient bien les sujets. Bon, maintenant, il y en a d'autres. On a donc une opportunité de leur apprendre des choses. Et en France, on a vécu une dissolution. Bon, ce serait peut-être le temps d'aller voir son député. Oui. Alors, en complément, non, mais je suis absolument d'accord sur ce que dit Réna, et c'est une parole d'or. Si on se rapporte à la manière traditionnelle d'envisager la politique. Et c'est-à-dire, si on le fait comme ça, et moi je le fais tout le temps aussi, si on parle comme Réna vient de le faire, et comme on a tendance naturellement à le faire, en gros, ce à quoi on ressemble, c'est Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Donc là, imaginez-nous avec les perruques, les baudriers, la dentelle, parce que c'est notre conception de la politique. C'est une conception de la politique qui a 250 ans. C'est rapporter la politique à la libération, à l'Assemblée, aux procédures étatiques, sous-étatiques, etc., etc. Bon, moi je suis sociologue, donc j'ai appris que la politique, elle n'était pas que là, voire peut-être même qu'elle était très peu là. Elle est dans ce qu'on porte, ce qu'on mange, la manière dont on se voit, la manière dont on se parle, la manière dont on s'identifie. On s'identifie soi et on identifie les autres. Elle est aussi dans la technologie. La technologie. Et donc, de ce point de vue-là, on est un peu schizophrènes, tous. Hein, parce qu'on voudrait être
hyper moderne, alors qu'on est au XVIIIe siècle. Hein. Notre monde, nos lunettes, elles sont du XVIIIe siècle. Du coup, on voit le monde comme ça, alors qu'on dit l'inverse. Ça, c'est un souci. C'est quand même un gros souci. Alors, du coup comment on peut faire ? Déjà, commençons par envisager les ingénieurs comme des politiques. Donc, on va voir notre député, ok, parfait, je suis d'accord, mais on va voir aussi notre ingénieur. Et on lui demande des comptes aussi. T'as vu Google Maps, franchement, je sais pas, il y a peut-être d'autres rapports au monde qu'un point A, un point B, surtout s'il y a une montagne entre les deux. C'est pas. Peut-être que sur cette montagne, il y a des choses à représenter. Il n'y a pas juste les routes. Peut-être que la nature, mettre du vert plat, c'est un peu simpliste. Je sais pas, j'ai des enfants. Enfin, il y a 8 ans, quand ils dessinent la nature, c'est plus élaboré que ça. Hein. Non, mais c'est plus élaboré que ça. Donc, demandez-leur des comptes aussi. Parce qu'ils ont une fonction de représentation. Pas celle du politique, comme on l'entend, à la Jean-Jacques Rousseau. Mais ils ont une puissante fonction et action de représentation. Et puis, oui, enfin, on dit toujours ça quand on est prof. Oui, la pédagogie. Oui, il faut enseigner. Alors, on pourrait passer par une étape intermédiaire, c'est-à-dire que, bon, j'ai une familiarité avec les théories critiques, mais je considère que la critique, c'est très bien, mais ça convainc toujours que les gens qui sont déjà convaincus. Hein, vous connaissez peut-être ça, dans votre couple, peut-être dans votre famille. Si quelqu'un n'a pas envie d'être convaincu, vous n'allez pas le convaincre, en fait. Vous pouvez hurler aussi fort que vous voulez, il ne l'entendra pas ou elle ne l'entendra pas. Par contre, les Américains, leur manière de construire la civilité, en fait, ils ont dédramatisé ça, parce qu'en fait, c'est un pays qui n'est composé que par des gens qui ne s'entendent pas, mais au sens propre du terme. Ils viennent tous d'un pays différent, parlent tous une langue différente, ils ont tous des valeurs différentes. La manière dont ils ont construit l'unité, c'est le marché. C'est pour ça qu'ils sont si forts, parce que c'est leur politique à eux. C'est comme ça qu'ils ont construit l'unité de leur pays et leur influence dans le monde. Et il y a un mouvement qui est assez peu connu, qui est le consumérisme, et qu'on a traduit... En fait, c'est une vraie maladresse, enfin, c'est un vrai malentendu, parce que nous, consumérisme, on réduit ça à une forme un peu superficielle de relation au produit, quoi. Alors que le consumérisme, ça naît dans les années 1910 aux États-Unis, et en fait, ça parle de politique. Ça parle de... pour être un bon consommateur, comme de la même manière qu'on pour être un bon citoyen, il faut de la transparence, connaître les prix, avoir une diversité de l'offre et pas avoir des secrets de marché, et permettre aux consommateurs de se positionner et de faire valoir ses intérêts. Et ça, c'est une idée qui est intéressante. C'est une idée qui est intéressante. Si je ne suis pas d'accord avec Elon Musk, bon, de toute façon, je n'ai pas l'argent d'acheter une Tesla. Mais bon, imaginons que j'avais les moyens, ne pas acheter une Tesla, et là c'est évident, mais ne pas utiliser Google, ou ne pas utiliser Meta, ou ne pas utiliser d'autres services, c'est un acte consumériste, mais c'est un acte politique aussi. Alors oui, il y a des contraintes de système, oui d'accord, mais en politique aussi. Je veux dire, on arrive quand même à faire un choix. Donc c'est bien qu'il y a une part individuelle quand même. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je suis assez troublé quand je vois le rapport qu'on a à ça, la naïveté, en fait, le peu de conscience historique qu'on a par rapport à cette question-là. Parce que autant prendre l'avion, monter dans un avion, on voit à peu près, c'est bien, c'est mal, enfin on peut se positionner, l'avion, c'est quoi sa place dans l'histoire, c'est quoi son effet pratique. Autant quand on utilise son application ChatGPT, c'est le vide ontologique. Hein. Alors là, non mais je veux dire, à quoi ça correspond dans l'histoire des technologies, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit, philosophiquement, c'est quoi comme objet, et écologiquement, c'est quoi comme objet. 20 requêtes sur ChatGPT, c'est une demi-bouteille d'eau, hein, qui est traitée dans les pays les plus odieux en termes de droits humains, que sont le Kenya, le Venezuela et les Philippines. Et donc, sûrement qu'on a à progresser rapidement, parce que c'est une industrie qui bouge vite, on a à progresser rapidement sur ces questions-là d'éducation, qui ne sont pas juste des éducations aux produits, mais qui sont une éducation rigoureusement, irréductiblement politique. Est-ce qu'on a le temps de remettre du positif ? On en a besoin là, hein, rapidement. Oui. Par contre, on a dressé un tableau assez noir, comme on disait, mais il y a aussi des choses et des indices qu'on avait aussi cachés dans l'intro. Des choses qui bougent quand même.
Ok. Et est-ce qu'il y a des formes de politique encore pas matures, pas abouties, etc., en Europe qui bougent autour de ces problèmes-là? Et je regarde toi, Clotilde, en fonction, parce que je vais dire deux mots, qui est la souveraineté numérique, qu'on a cité dans l'intro. Et est-ce qu'on a envie de parler un petit peu des choses qui bougent déjà trop lentement, c'est sûr, ici en Europe, pour terminer sur une note un peu plus positive? Bah, on est positif du coup. On essaye. Non, alors peut-être juste sur la question des représentants politiques, et c'est peut-être là-dessus que je vais commencer à construire aussi, c'est que je pense qu'on a moyen d'agir, on a encore moyen d'agir, et effectivement, ces discours fatalistes, ce passéisme dont on a déjà parlé tout à l'heure, non, faut pas. Il faut qu'on agisse. Et effectivement, sur cette question des représentants politiques, je pense qu'il y a une réelle méconnaissance de la part de ces décideurs politiques des enjeux tech en général, parce que ça paraît trop compliqué, parce que ça paraît... donc c'est pas quelque chose que le coût d'entrée est trop important, donc je ne m'y intéresse pas et je laisse ça à des experts. Et je fais ça de loin, mais sans vraiment mettre les mains dans le cambouis. C'est exactement ce qu'on a vu, enfin ça date déjà depuis très longtemps, mais si certains d'entre vous connaissent le cas du cloud souverain, du premier cloud souverain, c'était CloudWatt, Numergy, même encore avant ça, Andromède, qui donc date on parlait déjà de cloud souverain. Première fois que le mot apparaît, c'était 2009 quand même. Donc vous voyez que les questions de souveraineté numérique, ça remonte à loin. Mais donc là, on se rend compte qu'effectivement, ça a été un échec total, justement parce que les décideurs politiques avaient une méconnaissance totale de la technologie en elle-même, de l'écosystème industriel dans lequel elle devait se développer et des besoins des utilisateurs aussi. Bon. Pour la note positive, c'est que ça avance un petit peu. J'ai l'impression que on commence à prendre conscience, en tout cas côté décideurs politiques, que ce sont des enjeux d'importance. Et là-dessus, je pense que la société civile a tout à fait son rôle. Effectivement, dans les choix qu'on fait, c'est politique. Et en allant dire à nos décideurs politiques que c'est un sujet d'intérêt, que c'est un sujet sur lequel on veut agir, on veut avancer, on veut retrouver la maîtrise de ces technologies, on veut avoir une prise sur ces technologies. Peut-être que ça les fera bouger, peut-être que ça nous fera avancer un petit peu dans ce sens-là aussi. Et après, si on veut rentrer dans le dur de la souveraineté numérique, je ne sais pas, on n'a peut-être pas énormément de temps, mais très rapidement. Alors effectivement, la souveraineté numérique, c'est un projet politique. Il n'y a pas de chose de définition universelle sur la souveraineté numérique. Donc en fait, c'est tout simplement la même question que ce que j'avais posé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos sociétés à travers ces technologies-là? Et donc la souveraineté numérique, c'en est une, qui dit qu'en fait, on veut tout simplement retrouver la maîtrise de ces technologies-là, de nos données. Pierre Bélanger dirait de notre destin. Et tout ça, ça passe, on peut essayer de la construire selon trois piliers. C'est-à-dire donc la technologie elle-même, donc agir sur la technologie elle-même, sur les valeurs qu'on va inscrire dedans et les biais qui vont être dedans. Donc ça passe par de la recherche, du développement, de l'innovation, etc. Donc être au cœur de la R&D, des centres d'innovation. Après, ça veut dire aussi maîtriser ces technologies dans le sens de leur développement et de leur construction. Donc là, c'est essayer de développer une base industrielle solide, avoir des acteurs nationaux, régionaux, parce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'industrie, il va falloir penser régional, donc européen, qui soient suffisamment solides et qui permettent certainement pas de remplacer ces big tech, mais en tout cas, au moins juste de proposer une alternative viable. Je ne dis pas d'être à le même niveau de performance forcément ou autre, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir des niveaux de performance et d'être autant à la pointe que certaines solutions cloud, par exemple, proposées par AWS, Amazon, sur, je ne sais pas, chez votre boulanger, par exemple, qui n'a pas forcément besoin de ce niveau de performance de cloud. Donc peut-être qu'en fait, avoir des alternatives européennes viables qui garantissent une certaine sécurité des données, c'est peut-être déjà très très bien. Et le troisième pilier, que je ne me perde pas, pardon, donc la réglementation. Voilà, pardon. Donc la réglementation, c'est l'autre levier pour construire notre souveraineté numérique. Et c'est donc en fait encadrer ces échanges de données, voire essayer d'avoir une prise légale sur la manière dont les données circulent à travers le monde et du coup, par qui elles vont être exploitées, comment, etc. Et ça, l'Union européenne a aussi un énorme rôle à jouer, puisque c'est quand même, avant tout, si ce n'est une des premières puissances réglementaires mondiales, notamment à travers l'effet Bruxelles. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. On redéveloppera dans des questions s'il y a besoin. Mais, donc, vous voyez qu'à travers tous ces leviers, il y a des choses à faire. Clairement, on n'est pas arrivé, mais pour le dire d'une manière positive, ne baissons pas les bras pour autant. Voilà, merci. Est-ce que... Oui, on peut déjà les applaudir.
Est-ce qu'on a le temps pour des questions rapides? Petite question rapide. Moi, je me classe dans le cadre d'Antonio Gramsci sur l'hégémonie culturelle. Et du coup, je me pose la question, si je prends ce cadre d'analyse, puisque la bataille, c'est celle de l'hégémonie culturelle, c'est la bataille des récits, en fait, est-ce que finalement, la version cool de la Silicon Valley qu'on avait il y a quelques années n'était pas beaucoup plus dangereuse que la version qu'on a aujourd'hui? Et est-ce que c'est pas une terrible erreur d'avoir un dévoilement à ce point de personnes comme Elon Musk qui finalement sont en train de liguer contre cette vision-là un mouvement qui quelque part se renforce considérablement par opposition? Qui veut répondre? Oui. Après, la Silicon Valley, elle n'a pas toujours été cool. Hein. Elle a toujours balancé entre des moments de paix, de concorde, où là, elle a un visage souriant très souvent, avec des moments de guerre très brutal. Et d'ailleurs, toute l'industrie informatique, elle s'est fondée sur la guerre. Et aujourd'hui, et de longue date, le premier client de la Silicon Valley, c'est le Pentagone. Comme d'ailleurs de nombreuses industries. En fait, je pense qu'on est un peu à juste avec l'industrie de la tech, parce qu'on ne la juge pas comme une industrie. On la juge comme une utopie. Mais ça, ça c'est notre faute d'une certaine façon. Je veux dire, c'est qu'on a, il y a une expression en Californie qui dit "Don't drink your own Kool-Aid". Ça veut dire bois pas ton propre baratin d'une certaine façon ou ton propre poison. Ça, dans la Silicon Valley, ils sont vraiment socialisés à cette idée. Hein. Ils savent qu'il faut raconter, user de la magie. Que ce soit une magie blanche, une magie noire, mais en tout cas en user. Par contre, nous, on est extrêmement naïfs par rapport à ça, parce qu'on le prend sans aucune distance, quoi. Ah, l'IA, c'est vraiment la solution, il faut la mettre en maternelle. Waouh, il y a quand même des dirigeants politiques français de très haut niveau qui disent ça. Je vais dire, enfin, si on s'arrête 2 secondes sur la portée et la signification de cet énoncé, c'est dingue. Non mais vraiment, quand on connaît un peu toutes les implications. Et alors, du coup, c'est pas que des récits, parce que c'est des adoptions, c'est une industrie, et pour conclure, et que ça laisse le temps à d'autres questions, essayons de la voir en tant que telle avec ses caractéristiques propres. Très très rapidement, en 2 mots pour rebondir. Merci d'avoir parlé de Gramsci, d'hégémonie culturelle. C'est effectivement tout à fait ça qui est en filigrane dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur cette question des discours, en fait, je pense qu'aussi c'est aussi un changement de valeur qui s'opère. C'est que avant, on avait aussi au sein de ces big tech des programmes, par exemple, c'est ce que je disais, de diversité et de contrôle de régulation des contenus haineux, qui ont été supprimés. Donc en fait, finalement, c'est aussi un changement. C'est pas simplement un discours qui se révèle et qui n'était pas là avant. C'est quelque chose qui change aussi de ce côté-là, je pense. Et après, quand bien même, alors je dirais deux choses, quand bien même ça se révélerait, vu la prise en fait qu'ont ces entreprises-là aujourd'hui, enfin c'est même, on est au-delà de l'entreprise, ces acteurs-là qui ont une puissance telle qu'en fait, quand bien même, ok, maintenant on saurait quelle est leur couleur et quelle carte ils jouent, très bien, mais en fait, maintenant, ils sont déjà tellement prégnants que est-ce que ça changerait? Et puis, rappeler aussi que, bon, visiblement, on a quand même un certain alignement dans cette salle, et rien que le fait d'en parler sur la manière dont on perçoit ces valeurs-là et ce changement-là. Mais il faut rappeler que ces nouveaux discours-là, qui sont portés par ces big tech américains, c'est une rhétorique qui est épousée, embrassée aussi par d'autres acteurs, y compris en Europe. Et on a pas mal de partis d'extrême droite européens qui reprennent en fait aussi ces discours-là, ce vocable-là, etc. Et qu'en fait, je pense que ces entreprises-là jouent sur ce que personnellement, en tout cas, moi je vois apparaître comme des nouvelles fractures de sociétés qui sont plus forcément des fractures entre États géographiques ou même de classe, mais qui sont d'autres formes de fractures qui viennent de réalités parallèles parce que des discours cloisonnés et dans lesquels chacun se retrouve. Et je pense que ces nouveaux discours-là de la Silicon Valley, quelque part, trouvent finalement pas mal son public aussi. Enfin, c'est en tout cas quelque chose à ne pas oublier. Je ne dis pas que c'est forcément majoritaire, mais ne pas l'oublier. Dernière question. Rapide, si possible. Une question un peu naïve. Là, c'est très incarné, en fait. Toutes les big tech, on le voit, il y a des noms derrière toutes ces big tech-là. Donc, ma première question, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un lien dur entre le fait d'incarner et que ça soit une personne qui soit derrière les big tech et derrière le projet de société qu'elle propose? C'est fait par
une personne ou il y a vraiment des spin doctors qui élaborent ça, un projet de société en parallèle? Parce qu'on dit c'est un danger, mais c'est quoi leur proposition et est-ce que c'est structuré ou alors ils sont tous sous kétamine et une idée au jour et voilà. Est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière partie de la phrase Non, parce que c'était là sur la partie donc du projet de société. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est structuré? Il y a vraiment des spin doctors qui sont derrière pour un projet de société plus large, ou c'est quelque chose du fait du roi, enfin des rois qui a à la tête de tout ça? Du coup, je rebondis sur cette dernière partie. Faut pas tomber dans un truc des génies du mal. Non, on n'est pas là-dedans. Hein. Et pour certains, moi, ce qui me fait marrer, c'est que chez certains de mes clients américains, la personne qui s'occupe des communications monde, elle est du Mid-Ouest et elle n'est jamais sortie des États-Unis, quoi. Donc, voilà, faut savoir raison garder. C'est pas des génies du mal, c'est pas tous des génies d'ailleurs. Faut être très très clair là-dessus. Le mythe du HPI, génie solitaire, machin, c'est bon. Faut arrêter avec ça. Mais il y a en revanche, une et ça Olivier connaît beaucoup mieux parce que c'est ton job. Hein, mais le soft power américain qu'on est aujourd'hui, vous regardez un film français d'action ou européen ou asiatique d'action, et ce que vous voulez, et vous remarquez en fait que vous n'avez pas les mouvements super saccadés, la violence extrême, etc. Oh putain, c'est un peu chiant quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est habitué encore une fois à ce truc-là, à cette approche, à cette idée de comment quelque chose d'action, quelque chose grandiose devrait être. Et en fait, là où en France, on a les idées, mais c'est très très bien, surtout quand on les garde pour nous et qu'on ne sait pas les exprimer de manière... Donc du coup, on a les meilleures idées de l'univers, mais c'est les nôtres, quoi. Personne n'est au courant. Donc on a en fait un enjeu qui est de communiquer, de faire savoir, en fait. Parce que le savoir-faire, c'est bien, faire savoir, c'est essentiel. Et c'est en fait cette articulation-là qu'on rate beaucoup. Parce que des expressions, en fait, gênées de la part des Américains, typiquement, ils vont me dire, tu vois, McDo, quand tu vois un burger, en fait, ce que tu achètes, c'est le son que ça fait quand on a posé le steak sur le grill, en fait. Ils appellent ça sell the sizzle. Donc, en fait, ce que tu achètes, c'est cette attente, cette promesse de quelque chose d'exceptionnel. Bon, à la fin, vous partez pour une aventure dysentrique, hein, disons les choses comme elles sont. Voilà. Et en fait, on a ce problème-là de revendiquer, ou en tout cas d'assumer, une vision qui est la nôtre, avec une histoire différente, avec des trucs qui, c'est plutôt Frères Dardenne, quoi, que Spielberg, mais d'assumer, en fait, quelque chose comme ça, parce qu'au final, on se fait avoir par des gens qui parlent bien, même si ce qu'ils disent, franchement, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Et bon, par contre, qui, effectivement, quand vous demandez, ça, Olivier connaît aussi, quand vous demandez le pourcentage du marketing dans les startups et scale-up, donc on va dire des entreprises qui ont fait plusieurs levées de fonds, généralement, c'est un quart à un tiers. Je vous parle pas je parle de millions. Dans la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé, c'était une scale-up. Sur les 4 millions levés, 1 million allait au marketing. Et c'est ça qu'on n'a pas aussi. C'est en fait d'essayer de jongler avec le faire savoir. Oui, alors juste d'un mot, parce que je pense en fait c'est une question centrale, et pas juste pour nos débats là, mais en fait pour l'histoire de la modernité. C'est-à-dire que la tech, très bizarrement historiquement, a réussi à remettre de la magie dans notre quotidien. C'est-à-dire, la tech, à travers ses produits, fonctionne sans qu'on sache comment, arrive à faire des choses, on ne sait pas trop. Alors, tout à l'heure, on rigolait les fusées, Katy Perry dans l'espace, etc. Mais c'est de la magie, au sens fort du terme, tel qu'on l'a qualifié dans l'anthropologie, et que par ailleurs, cette magie, elle est portée par des surhommes. Voilà. Et qui ont les propriétés des surhommes. Que ça soit vrai ou faux, c'est pas la question. Elon Musk, qui fait 100 tweets par jour, qui a 12 entreprises et autant d'enfants.
Elon Musk qui dort jamais, qui prend de la drogue, en même temps qui arrive à être performant, qui est à la fois au Texas, à Washington et dans son jet pour rejoindre Los Angeles. Peter Thiel, qui a la musculation d'un bodybuilder de 20 ans, et qui vous dit la mort est une idéologie. Et ce qui est à la fois une immense réussite et peut-être un grand danger, évidemment un grand danger de la Silicon Valley, mais qui nous laisse quand même sans mots, parce qu'on ne sait pas répondre à cette forme de magie-là. On ne sait pas incarner, faire exister un mode de pensée qui ne soit pas purement rationnel, et essayer d'expliquer à tous les gens qui admirent cette industrie et ces surhommes qu'ils ont tort de le faire, d'un point de vue logique, c'est peine perdue. Donc je pense que le travail, il est aussi, de ce point de vue-là, d'incarnation. Et alors c'est vrai qu'on est très fort pour le cinéma, les frères Dardenne, qui était une forme d'enchantement, mais on l'est moins dans le domaine des nouvelles technologies, sauf à considérer Xavier Niel comme un surhomme. Eh ben, merci Olivier, Clotilde et Réna.